Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis plutôt désorienté. Il nous a expliqué quoi, hier, le Premier ministre de Jupiter ? Que si le nombre d'hospitalisations en urgence pour cause de Covid était en baisse, le nombre quotidien de nouveaux malades reste lui élevé et aurait même tendance à repartir à la hausse. Et que pour cette raison, le gouvernement jupitérien décidait, entre autres, le report de la réouverture des lieux culturels tout en maintenant l'ouverture de tous les commerces et des lieux de culte. Si nous nous laissons tenter par l'ouverture des salles de spectacle pour les fêtes de fin d'année, la situation sanitaire pourrait être pire en janvier et nous décalerons d'autant les perspectives d'un retour à la normale, dixit le Premier ministre pour justifier cette décision. Ainsi donc, des lieux fermés depuis 1 mois et demi, des lieux dont Éric Combes, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, nous expliquait l'autre matin sur France Inter qu'ils n'avaient jamais été des lieux de contamination, comme d'autres l'avaient déjà affirmé avant lui. Ces lieux-là, déjà fermés, le resteraient pour éviter d'être source de contamination alors qu'ils étaient déjà fermés. Sort de ce corps, Raymond DeVos. Et dans le même temps, le ministre de la Santé expliquait hier que le rebond du nombre de contaminations était sans doute dû à, je cite, un relâchement collectif, mais aussi, je cite encore, à de nouveaux brassages consécutifs à la réouverture des commerces. Du coup, les commerces restent ouverts, c'est QFD. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, toujours confiné et toujours fabriqué à l'arrache depuis mon garage par la magie du téléphone et mise en onde par Thomas Delafosse. Ce soir, on parle Black Dust, Poussière Noire, le premier EP de Eka, nouvelle venue sur la scène musicale toulousaine. On prend des nouvelles du théâtre Sorano avec son directeur Sébastien Bournac. On écoutera une nouvelle chronique érudite de cinéphilie décalée avec notre bon professeur Thibaut. Ce soir, il sera question de films d'horreur philippins. Et en fin d'émission, Perrine Crubillet, toujours prompte à sortir sa fourchette et son laguiole pour peu qu'il y ait de quoi bien manger, reviendra sur le Take Away Challenge, challenge du prêt à emporter, en bout du contradiction, challenge imaginé par Rodolphe Lafargue, par ailleurs animateur du blog Rodenroll, espace foutraque et encyclopédique consacré à la bouffe et au resto toulousain. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Un inédit cette semaine, un inédit d'Irina González, anciennement connue sous le nom de la Ritana Tropical. Conçu pour un orchestre de 9 musiciens, ce morceau, enregistré en octobre dernier par Manu Cabrol au studio Face B, est peut-être le prélude d'un album qui pourrait voir le jour un jour. En attendant, ne boudons pas notre plaisir par ces temps de froidure, de fermeture et de confinement qui s'éternisent, toute source musicale appelant à la fête et débordant d'enthousiasme et de chaleur humaine est à ingurgiter d'urgence. Un morceau que vous pouvez retrouver sur la page internet d'Irina González ou sur YouTube. À noter que notre morceau, enregistré pendant cette session d'octobre, sera publié en janvier 2021. Irina González et son orchestre, Oshun Trajo Amor, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Sumo mi cuerpo adormecido y en un solo latido su silencio me extasió. Fuimos amantes sin tiempo, celebrando lo efímero del momento, dueños del instante inmersos, ahuyentando los pensamientos como es el viento, amor de febrero que se irá a la de desmesura, besándonos las dudas, nuestras almas huirán. Ay, ay, alá, 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 ay, ay, alá. Nos llevó la noche en su telar, desvelados de lujuria, náufragos de locura, luego ¿quién nos salvará? Ay, cariño mío, dime quién nos salva este amor. En el sendero de mi vida triste hay una flor. Encontrarte en mi camino fue una bendición. Amor de febrero mi labio besó. Caramel mou. Issa, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Eka, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir un petit EP Black Dust qui est écoutable depuis une dizaine de jours sur toutes les plateformes de téléchargement. Eka, chanteuse nouvellement arrivée sur la scène musicale toulousaine, chanteuse belge, flamande. Arrivée à Toulouse, dans quelles conditions, Eka? Arrivée à Toulouse à la suite de mes études que j'ai dû arrêter pour une raison de blessure. J'étais circassienne, tout ça, et du coup, moi j'ai grandi dans le Gers et j'avais envie de m'installer dans une ville. Ah. Et Toulouse étant la ville la plus proche de où j'ai finalement grandi, je me suis dit que j'allais aller là-bas. Voilà, donc vous faisiez vos études au Lido? Non, j'étais pas du tout au Lido. Je suis partie à Châtellerault, à Rosny-sous-Bois et au Knack à Châlons-en-Champagne. Vous venez du cirque. On vient de comprendre que le cirque c'était peut-être un peu fini pour vous. Et comment en êtes-vous arrivé à la musique? À la base, c'était pas l'objectif. Hein. J'étais vraiment partie pour être artiste de cirque. Donc vous étiez plutôt une voltigeuse, des acrobaties volantes. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais voltigeuse en cadre coréen, un agrès pas trop connu pour le grand public, mais j'ai eu très envie après de me réorienter dans la musique, qui faisait déjà partie de ma vie, mais dans ma chambre. Ça a commencé... en fait, j'ai fait une formation à Toulouse avec Octopus qui s'appelle Parcours d'artiste. Mm-hmm. Et c'est une formation de 3 mois qui apprend un peu tout le milieu musical. Enfin, qu'est-ce que c'est un manager, un éditeur. Enfin voilà, c'est une formation pour apprendre un peu comment développer un projet musical.
Et j'ai commencé en gros pendant cette formation-là. Mmh. Et du coup, ça s'est terminé en février 2019. C'est ça. Et suite à ça, vous avez commencé à imaginer un répertoire, à monter un groupe et à commencer à vous produire sur scène. Mais la musique en tant que telle, parce que les formations d'Octopus, c'est plus, ça peut être plus sur des versants un peu professionnels et un peu administratifs, effectivement. Oui. Comment se mouvoir dans le milieu de l'industrie musicale. Vous avez une formation musicale ou vous êtes une autodidacte? Alors moi je suis complètement autodidacte et j'ai pas de formation et je dirais que c'est vraiment quelques mois avant la formation que vraiment je me suis mis dans ce processus de création, d'écrire de la musique, de vraiment composer en me disant que j'aurai ça sur scène un jour. Avec un univers musical qui est très marqué par le folk rock, également par le blues, des formations musicales qui sont, j'allais dire, peu étoffées. On est sur un trio qui vous accompagne. Comment vous avez imaginé ces accompagnements et cette façon de vous inscrire dans un folk rock assez repéré? Ben en fait, moi, depuis le départ, j'avais très envie de travailler en quartet. C'était vraiment un nombre que j'avais envie d'essayer à 4, voilà. Et j'imaginais ma musique accompagnée par des musiciens qui amènent leur touche, parce qu'au final c'est moi qui écris et c'est moi qui compose, mais on arrange les morceaux en quartet, enfin quand on est à 4 en répétition, tout ça. Et j'avais vraiment envie de ça, j'avais envie de faire ce quartet, et à côté je joue aussi parfois en solo ou en duo en fonction des lieux, mais voilà, dans l'idée, c'était une envie vraiment qui existait chez moi de travailler avec un bassiste, un batteur et un autre guitariste. J'avais vraiment cette image-là en tête. Comment compose-t-on quand on ne connaît pas l'écriture de la musique? C'est une grande question. Mais un peu à l'écoute. Il y a beaucoup, moi je fonctionne beaucoup comme ça, sur l'écoute, sur mes émotions, sur qu'est-ce qu'une certaine note à un moment donné va me faire ressentir, et c'est plutôt comme ça, ouais, il n'y a pas trop de théorie derrière, effectivement. Et pour noter des idées de phrases musicales, rien ne vaut un bon téléphone avec la touche enregistrée. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ou la tête, pour essayer de s'en souvenir. On se retrouve avec un EP qui vient juste de sortir, avec une musique, je le disais, très, très, très folk rock, avec énormément de traces de blues. Et on se retrouve avec une voix, la vôtre, qui est tout de suite marquante, avec cette espèce de gravité dans la voix, mais aussi cette rage qui découle de votre chant. Je me retrouve bien dans ces mots. Effectivement, oui. Ça vient d'où? C'est parce que vous êtes quand même une musicienne très jeune. Ça vient d'où cette gravité dans la voix et cette rage? C'est tellement tout basé sur mes émotions, et je pense que simplement, ce qui se dégage de mon chant, c'est des choses qui peuvent se passer à l'intérieur de moi-même. Bon, effectivement, c'est pas très calme et paisible, mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont ancrées, c'est des colères qui peuvent être, qui sont là et dont la seule manière que j'ai envie de les sortir, c'est par la musique, plutôt que de crier sur le premier venu qui vient me voir. C'est vraiment ça, c'est des histoires de vie, c'est des choses qui me touchent. C'est quoi qui vous énerve en ce moment? Beaucoup de choses. Non, mais je pense la société dans sa globalité, c'est quand même quelque chose qui me laisse pas indifférente. Et notamment sur l'EP, l'avant-dernier morceau, c'est un morceau sur les violences policières que j'ai écrit en revenant de manifestations et où, comme tout le monde autour de moi, on s'est bien fait gazer et autres. C'est des choses qui vont me toucher pas mal, ça, pour le coup. Soit des histoires personnelles de choses que j'ai vécues, soit des choses que je vois et qui m'indignent. C'est clairement une manière pas de les revivre et tout, mais plutôt une manière de les sortir de moi d'une certaine manière, en fait, d'en faire autre chose que simplement un nœud dans moi. C'est quand même un drôle de moment pour sortir un album, non?
Ah oui, ça c'est sûr. Mais oui, puis c'est vraiment le tout premier EP de ma vie. Et du coup, effectivement, je voulais le sortir plus tôt, puis j'ai déjà décalé la sortie et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai pas envie de rester des mois en pause et voilà, j'ai pas envie d'accepter que le monde s'est arrêté et je vais juste continuer et rester motivée. Et je sais que moi, ça me motive de faire des choses concrètes. Les confinements en soi, ça va parce que j'ai réussi à m'occuper, notamment en faisant des clips. J'ai fait mon premier clip pendant le premier confinement et mon deuxième clip pendant le deuxième confinement. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc ça, c'était bien. Ça m'a fait hyper plaisir d'avoir le temps de faire quelque chose d'autre qui touche à ma musique, mais d'une autre manière. Mais sinon, ultra frustrée. Ultra frustrée de pas pouvoir faire de concerts et de même pas pouvoir envisager, en fait, de faire des concerts parce que c'est même pas... on n'a pas de date de fin, en fait. C'est très compliqué aujourd'hui de démarcher pour trouver des dates, tout ça, parce que personne sait quand c'est que ça va réouvrir, personne sait dans quelles conditions, donc c'est quand même assez difficile, moralement. C'est vrai que la situation des programmateurs en ce moment est assez compliquée, elle aussi. Mais oui, c'est ça, en fait, tout le monde est dans un flou assez gigantesque, ouais. Merci de nous avoir téléphoné ce soir. On peut retenir que le 17 décembre, vous serez à Poucharamé et on va vous souhaiter bon vent à cet album, donc Black Dust, qui vient tout juste de sortir. Et comme vous le dites justement, c'est pas un album, c'est un EP 5 titres. C'est ça. Merci beaucoup, Eka, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Think about the human that you could be without your mask, without your uniform, don't you see? Do you really agree? Beating up innocents, fighting for society, claiming their rights, doing absolutely nothing wrong. Hello man, hello woman, where is your soul? Hello man, hello woman, where is your soul? Or at the underground, or at the underground, or at the underground, or at the underground. When I face all this violence and I feel hopeless, TV shows only nonsense and I'm sick. When I see all this blood on their face and I'm disgusted by your pride when you push that button on your paper spray. But who the fuck do you think you are? A kind of hero of authority? Do you really think your baseball bottle is anything? Hello man, hello woman, where is your soul? Hello man,
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Sébastien Bournac, bonsoir. Bonsoir Joe, merci de m'accueillir sur vos ondes. Un coup de téléphone pour prendre des nouvelles du théâtre Sorano dont vous êtes le directeur, théâtre qui est fermé depuis 1 mois et demi pour cause de 2e confinement et qui avait également interrompu sa programmation lors du 1er confinement. Quelle est la situation actuelle du théâtre Sorano? C'est très compliqué de dire exactement ce qu'est la situation du théâtre puisque nous ne savons pas à ce jour exactement ce qui va se passer. Théoriquement, une réouverture est prévue des théâtres à partir du 15 décembre. Donc, nous travaillons sur ce scénario. Nous, notre attitude face à ces confinements, c'est de nous tenir prêts pour réouvrir le plus tôt possible et de garder le lien avec le public dans ces temps de privation du spectacle vivant. Mais c'est certain que ça fait quand même maintenant, depuis le mois de mars, que la situation dure, se répète, que l'histoire bégaye et que ces annulations à répétition finissent par toucher le moral des troupes, puisque ce qui est atteint, c'est le sens de notre présence, le caractère essentiel de notre mission dans ce théâtre, à rassembler des spectateurs, à leur faire partager des œuvres vivantes à travers les acteurs, les musiciens, les techniciens qui rendent possible les représentations. Donc c'est très compliqué à gérer, on essaie de tenir le cap. Mais voilà, avec toute le lot d'incertitudes qui pèsent sur nous et des épées de Damoclès qui ne manque pas de tomber régulièrement. Oui, puisque on va le préciser, cet entretien est enregistré à la veille du conseil de demain où le président jupitérien devrait annoncer si oui ou non il y a déconfinement et dans quelles conditions le 15 décembre prochain. Donc comme pas mal de théâtres sur Toulouse, vous préparez à pouvoir réouvrir le 15. On verra demain si l'autorisation est finalement donnée ou pas. Comment voyez-vous, en cas de réouverture, la fin de la saison? Si la réouverture est possible, la semaine prochaine, nous reprenons le fil de la saison. Enfin, voilà, on va pas revenir pour l'instant sur les spectacles annulés. On verra comment ils peuvent exister autrement un peu plus tard, vraisemblablement la saison prochaine. Vous voyez beaucoup de compagnies passer par votre théâtre, puisque la programmation du théâtre Sorano est le fait de troupes invitées qui viennent proposer leur spectacle. Quels sont les échos que vous avez de vos collègues? C'est vrai que nous, on est un maillon, on est une structure moyenne, intermédiaire, donc on est un maillon essentiel entre les petites compagnies, enfin, ou les compagnies, disons ça simplement, qu'elles soient émergentes ou pas, installées dans la région ou pas, et après d'autres réseaux plus nationaux. Et c'est très compliqué pour les compagnies. La perte de visibilité des œuvres les met dans une situation de précarité. La situation devient complexe puisqu'il y a une sorte de goulet d'étranglement qui est en train de se mettre en place, et qu'il y a des œuvres, sans doute des spectacles qui vont être sacrifiés sur l'autel de la Covid, mais c'est parce qu'on ne pourra pas organiser tous les reports, ne serait-ce que sur Supernova, c'est 16 équipes qui étaient programmées au mois de novembre au théâtre, et on ne pourra pas envisager un report de la totalité de Supernova, parce que en même temps, le travail de création qui est toujours possible dans les théâtres pendant ce deuxième confinement en tout cas, fait qu'il y a des œuvres qui sont en préparation, et en plus des œuvres qui sont traversées par cette crise, qui vont nous en parler, nous renvoyer quelque chose de cette époque sinistre que nous vivons et traversons. Voilà, donc il faudra aussi donner la place à ces nouvelles œuvres. Donc il y a un temps de régulation qui va, dans les saisons prochaines, qui va devoir être opéré. Et c'est sûr que cette crise, par-delà les situations difficiles et où elle met les intermittents du spectacle, les artistes, les techniciens qui ne font pas leurs heures,
pour qui ça risque d'être très très compliqué, elle va avoir des répercussions fortes sur plusieurs saisons. Enfin, c'est pas la crise de quelques mois là que nous traversons, c'est une crise qui va s'étaler sur plusieurs années. Il y a beaucoup de tristesse et je vous le disais, c'est ce qui aujourd'hui m'apparaît, c'est les questionnements autour du sens et de la place du spectacle vivant dans cette société. Et on voit bien en même temps que dès que la possibilité d'une réouverture existe, comme c'était le cas au mois d'octobre, puisque nous avons lancé la saison quasi normalement dans une jauge Covid avec toutes les adaptations nécessaires, mais nous avons lancé, les spectacles ont eu lieu et les spectacles ont fait le plein. Donc il y a une demande, c'est-à-dire que la consommation de biens culturels est essentielle. Enfin, c'est très bien d'aller faire ses cadeaux de Noël, mais on a besoin aussi de se nourrir l'âme, l'esprit et le corps par l'imaginaire que les artistes convoquent sur les plateaux à travers les textes, les représentations. Nous, on reste très en contact avec toutes les compagnies, évidemment, qui auraient dû être présentées ici. Et on voit bien que, même au-delà des questions financières, la vraie souffrance, c'est la privation des publics, d'être coupé des publics. C'est ça qui est en jeu. Si je dis que la chose la plus importante, c'est le fait que la classification gouvernementale a mis le spectacle vivant dans les denrées non essentielles, c'est ça qui a eu du mal à passer? Oui, l'absence du mot culture dans un certain nombre de discours du président ou du Premier ministre a été violemment reçu et aujourd'hui, enfin, ce qui frappe, et j'ai pas envie de le commenter beaucoup plus, c'est quand même alors, j'imagine que c'est pas facile de gérer un pays en temps de Covid et de pandémie, mais c'est l'incohérence, enfin, des mesures prises, des décisions. Il n'y a eu aucun cas de cluster dans les théâtres quand ils ont pu réouvrir. Enfin, et encore ce matin, j'entendais des spécialistes, des médecins qui reconnaissaient bien que c'était pas sans doute dans les théâtres que la contamination se faisait. Mais malgré tout, on reste fermé. Parce que ça génère, comme dirait la ministre de la Culture, ça génère des flux de population, des déplacements, Ouais. On va au théâtre masqué depuis le mois de juin. Pour revenir un peu à votre situation et à celle de votre troupe Tabula Rasa, la situation de cette troupe est compliquée après 6 mois de fermeture totale et d'impossibilité de travailler. Ouais, pour la compagnie, c'est vrai qu'en plus j'ai cette double casquette qui fait que je suis à la fois directeur de lieu, donc en responsabilité d'une programmation, et en même temps artisan du spectacle avec la compagnie qui produit des créations. Nous, on a 2 spectacles qui étaient en tournée, dont les représentations ont été supprimées pendant le premier confinement, le spectacle À vie et l'éveil du printemps. Là, on avait ça fait quand même 1 an et demi que j'ai pas fait de création. On avait une grosse création prévue qui devait être assez festive en plus pour ce mois de décembre au Sorano. C'est 7 représentations qui n'ont pas eu lieu. À chaque fois, c'est des professionnels qui ne voient pas le travail et je ne sais pas comment on va faire. Interview enregistrée donc mardi après-midi dernier. Depuis, on sait que le théâtre Sorano, comme tous les autres théâtres de France, ne pourra réouvrir ni les salles de spectacle où le public peut s'asseoir, ni les cinémas, ni les musées. Le couperet est tombé, alors que les acteurs du monde du spectacle et de la culture s'activaient à remettre la machine en route, à revoir les possibilités de reprogrammation, à reprendre des mesures, à recompter les sièges. Voilà que Jean Castex est venu hier, sur les coups de 18h30, doucher les espoirs d'une reprise depuis longtemps attendue, pour au moins 3 semaines supplémentaires.
Le froid, le chaud, un coup oui, un coup peut-être, souvent non. Plus que le refus d'hier, c'est le flou peu artistique de des décisions prises depuis des mois sans que l'on en comprenne vraiment tous les tenants et les aboutissants et sans que les représentants des différentes filières de l'agriculture n'y aient été associés qui met l'ensemble du secteur en colère. Un étrange sentiment de rage, d'amertume et de gâchis. Pourtant, les spécialistes de la chose pandémique nous le disent et répètent depuis longtemps, point de cluster dans aucun lieu culturel, ni au ciné, ni au théâtre, ni au musée, ni au concert, idem pour les restos, mais rassurez-vous, les lieux de culte, eux, restent ouverts, les voies du Seigneur ne sont pas impénétrables pour tout le monde. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel, mou. Et après cette Colombiana de Maël Goldwasser, un jeune guitariste nouveau venu sur la scène flamenca toulousaine, il est temps pour nous de retrouver notre bon professeur Thibaut. Bonsoir, professeur Thibaut. Bonsoir, petite fée de la FM. Comment allez-vous? On fait avec. Écoutez, pour fêter ça, je me suis dit, exotisme, exotisme, exotisme. Voilà ce qu'il nous faut. Oui. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Alors, de quoi on va parler? De The Blood Drinkers, les buveurs de sang. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas exotique. Ouais. Mais si, c'est exotique. Parce que déjà, ça date de 1964. Parce que c'est un film de Gérardo de Léon. Ce qui me fait dire que j'aurais toujours rêvé de m'appeler Gérardo de Léon. Parce que c'est un très beau nom. Et que c'est un film d'horreur philippin. C'est rare, les films d'horreur philippins. Ah oui. Ça court pas les rues. Ah non. Ça ne court pas les rues comme ça. Vous allez à la FNAC, vous n'allez pas trouver un film d'horreur philippin. Donc,
Donc voilà, alors là je précise qu'on est quand même très loin du cinéma social évidemment de Nino Broca et autres auteurs philippins. Là on est chez les buveurs de sang. Alors je ne résiste pas à vous prononcer quand même le titre original du film. Attention, c'est parti. Ça va nous donner quelque chose comme Kulei Dingo Ang Gabi. Donc qui est un film de vampire. Alors je vous passe l'intrigue vite fait comme ça. Vous allez voir ce qui fait un petit peu le sel du film. C'est pas du tout son intrigue. Là, on a un vague cousin de Dracula, bien sûr, le célèbre conte. Mais lui, il s'appelle Marco. Et il n'est même pas comte. Mais on est en 1964, alors il est bien habillé. Il a des super chemises et tout comme ça et tout. Il a des lunettes de soleil. Il est chauve, ce qui est aussi très rare pour un vampire d'être chauve. Mais il a une cape quand même, voyez-vous. Parce qu'il y a des choses comme ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. On a des belles chemises années 60, mais on les enrobe avec une cape, la classe absolue. Donc, que veut faire ce brave Marco? Ce brave Marco, il a un problème avec sa copine parce que elle n'est pas en très très bonne santé. La pauvre petite vampirette est en train de mourir. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit y donner du sang, forcément. Et du sang frais, si possible. Voilà, et du sang frais. Alors, évidemment, il va attaquer quelques villageoises par-ci, par-là, mais ça ne va pas marcher. Alors, donc, il va se dire, mais s'il il nous faut la sœur de ma petite vampirette, donc qu'il va bien sûr aller chercher, qui est interprétée d'ailleurs par la même actrice que sa petite vampirette. Je crois que l'actrice s'appelle la très belle Emilia Fuentes, voilà, qui a fait pas mal de films d'horreur d'ailleurs. Et on va la partie. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez dit exotisme et tout, etc. Un petit peu, mais pas tout à fait, mais presque. Eh bien, je vous dis oui, parce que ce film est formidable. Pourquoi? Parce que il est teinté comme à l'époque du muet. Ça, c'est bizarre. Vous saviez qu'à l'époque, dans les années 10, dans les années 20, il y avait certains films muets, une époque où le cinéma s'investait, je précise, on teintait les séquences. C'est-à-dire que les séquences de nuit, on les teintait en bleu, comme ça. Les intérieurs étaient de couleur ambrée. Il y avait un incendie, ça pétait du rouge de partout. Et tout ce film est avec des scènes teintées comme ça. Alors, on se dit, mais si, on est face à un film d'auteur, c'est formidable. Non, pas du tout. En fait, c'est un truc très simple. Quand le film a été tourné, The Blood Drinkers, la pellicule couleur, en fait, était quelque chose qui était excessivement rare aux Philippines. Il y avait très peu de stock de pellicules couleur. Donc, il fallait réaliser ce film en couleur parce que c'était un événement, d'autant plus parce que The Blood Drinkers est le premier film en couleur de l'histoire du cinéma philippin. Donc, il l'avait annoncé comme ça, il fallait faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a teinté toutes les séquences. Donc, en rouge, en vert, en violet, enfin, c'est un festival de couleurs comme ça. Du coup, ça donne une note très étrange avec ce scénario qui, il faut bien l'avouer, est banalité redoutable, mais on arrive à quelque chose de complètement atmosphérique. On est un peu dans c'est un peu la texture du mauvais rêve, vous voyez. On est un peu comme ça. Alors en plus, on emploie des fumigènes là aussi à tire-larigot. Donc c'est ça, c'est une atmosphère comme ça, un petit peu de mauvais rêve. On se laisse porter pendant ces 90 minutes. C'est absolument formidable. Alors là, le film en l'état aujourd'hui, on va le trouver, mais on va le trouver aussi doublé en anglais. Alors ça, c'est dommage parce qu'il avait été tourné en tagalog à l'origine. On a perdu bien sûr cette bande son, donc il ne nous reste plus aujourd'hui que les doublages américains. Alors là aussi, vous allez me dire, ah ben oui, c'est un peu con et tout ça. Non, pas du tout, parce que finalement, c'est post-synchronisé, tous ces dialogues sont post-synchronisés. Du coup, toutes les répliques tombent un petit peu à plat, mais ça participe complètement de cette espèce d'atmosphère j'allais dire féerique, c'est pas du tout féerique, comme je l'ai dit, de mauvais rêves, de presque cauchemar, voyez-vous. Et alors, le film sera un succès monumental aux Philippines, et il sera même adapté en comics. Voilà. Donc, je peux même vous donner les éditions. Ça a été adapté aux éditions Iwaga Comics. Alors, avec un K. Parce que
on est aux Philippines et parce que c'est exotique. Voilà. Et tout ça pour dire qu'il y a quand même une grande tradition de films d'horreur aux Philippines. Quand j'ai dit que c'était rare tout à l'heure, c'est vrai que ici en Europe, on n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup, mais le cinéma philippin a œuvré pour l'horreur et dans plein d'autres genres aussi. Donc dans les années 60, 70, 80, et bien sûr après il est arrivé aux années 90, le grand formatage, et là bien évidemment toute cette petite industrie s'est effondrée, donc petit à petit. Voilà, j'en ai fini, c'était exotique, c'était The Blood Drinkers, les buveurs de sang, 1964, Gérardo de Léon. Et merci, professeur Thibault, pour cette nouvelle chronique de cinéphilie complètement érudite. On se retrouve sans doute vendredi prochain, et cette fois, on sera en direct, si tout va bien. Et ça, c'est formidable. Et après ce sonar du groupe toulousain Princesse Thaïlande, une des bonnes surprises de cette année 2020, il y en a eu quand même quelques-unes, un groupe complètement fou sur scène qui dégage une énergie ébouriffante avec un son très très fort. Il est peut-être temps maintenant d'écouter la rencontre que Perrine Crubillet a fait l'autre matin avec Rodolphe Lafargue, un blogueur culinaire toulousain. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Rod, on dit Rodolphe. Tu dis ce que tu veux. Rod'n'Roll. Rod'n'Roll, voilà, guide émérite et auteur toulousain du célèbre blog Rod'n'Roll, dénicheur de bons plans à manger et à boire, spécialiste des podiums, baguettes, pâté en croûte. Ouais, j'ai eu fait. Croissant. Ouais.
Donc tu proposes en ce moment comme un remède à la mélancolie des challenges. Alors c'est quoi cette histoire de challenge ? Via mon Instagram, donc Rodenroll, partant du constat que des menus étaient assez compliqués à vendre le midi pendant le confinement, et que ce confinement était quand même moins brutal que le dernier, dans le sens où beaucoup de gens continuent à travailler. Il me semblait que la street food, donc la cuisine de rue, facile à emporter, facile à manger dans toutes conditions, pouvait être un remède en fait au midi pour les restaurateurs. Donc moi-même ayant le temps pendant ce confinement, puisque ne travaillant plus à mon activité principale, j'ai décidé de lancer ce Takeaway Challenge basé sur la street food, donc en donnant un thème différent aux restaurateurs voulant participer tous les week-ends. Ils devaient réaliser un plat de street food sur ce thème-là. Et comment tu as casté les restaurants ? Comment tu leur as proposé ? Aucun casting. J'ai quand même appelé 5-6 chefs que je connaissais pour le lancer le premier. Ils m'ont tous suivi dans l'idée, donc je me suis dit bon, au pire j'en aurai 5-6. Et puis ça a globalement pris, puisque maintenant cette semaine là, qui sera la dernière, avec pour thème New York et toute la diversité culinaire qu'on lui connaît, j'ai une trentaine de restos qui participent. Donc à retrouver sur ton Instagram. Sur l'Instagram Rodenroll, ouais. Via des stories avec un hashtag challenge. Exactement. Et du coup, il y a d'autres projets gourmands qui suivent derrière ça. Évidemment, on pense à certaines choses lors du déconfinement total, donc très difficile de savoir aujourd'hui à quelle date il aura lieu. Je trouve que tout le monde mériterait un petit festival à Toulouse pour mettre... ils sont quand même défoncés. Je pense qu'on est une ville aujourd'hui où la restauration, malgré leurs problèmes actuels, garde le sourire et est soudée. Et je pense qu'ils mériteraient une belle mise en avant, même avec l'aide de la mairie et tout ça, quoi. Après, il y a plein de choses à faire. Moi, ça fait 5 semaines, donc ça fait autant de recettes, ça fait autant de... Voilà, j'ai fait tourner un photographe avec moi, Daniel Mini, qui fait des très belles photos de tout le monde. Ça fait qu'on se retrouve avec une grosse base de données. Pourquoi pas je pensais peut-être aller voir Priva, tu vois, pour peut-être faire un petit ouvrage exactement sur la street food toulousaine du confinement, quoi. Donc on peut dire que tous ces restaurateurs sont résilients, mais qu'est-ce qu'ils t'en disent eux ? Qu'est-ce que tu en penses de ce que ça génère, de ce que ça engendre ? Est-ce qu'il va y avoir des morts ? Est-ce qu'il va y avoir des survivants ? Évidemment, je vais pas me mettre en opposition totale avec tout ce qu'on voit dans la presse, mais ce que je peux constater à Toulouse en tout cas, évidemment que c'est difficile, évidemment qu'il y aura des morts, des fermetures. On va pas voir le pire. Mais je pense aussi que localement, il y a eu une très bonne dynamique pendant ce confinement. On va pas s'enrichir, tout le monde le sait. Moi-même, je suis commerçant, donc j'étais fermé, je sais ce que c'est aussi. Mais déjà, garder le sourire, ce qu'on va essayer de retranscrire avec les photos qu'on a prises. La clientèle, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater de mon Takeaway Challenge, certains ont fait des ventes, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Avec des nouveaux clients, des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés. Exactement. Qu'est-ce que tu nous conseilles alors pour notre prochain repas ? Là, on est sur New York, mais comme je te disais, c'est la dernière semaine. Oui. Mais là, il y a un okonomiyaki superbe au planeur. J'ai vu un très beau sandwich au pastrami chez Solide. Donc pastrami maison. Il est pas rouge comme les photos instagrammées parce qu'il a pas mis de merde dedans, mais il a l'air sacré gourmand. Ce midi, j'ai fait le pulled pork de la sous-préfète place Saint-Étienne et celui de Vivant sur le canal. Les deux étaient très bons, très différents. Non, je pense que vous pouvez vous régaler partout. Je crois que le Bibent va continuer de toute façon, pas le challenge, mais en tout cas à proposer des plats de street food bien enlevés via son food truck garé place du Capitole. Voilà. Donc, ça s'annonce bien. Bon, très bien. Merci Rodolphe. Écoute, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et puis, allez savoir pourquoi, lorsque l'on croit que la conversation est terminée, elle peut soudain repartir sur un autre sujet. Et là, pour le coup, discutant un peu plus avec Rodolphe Lafargue, Perrine Crubillet, notre spécialiste des couteaux, des fourchettes et de la bonne bouffe, a commencé à parler avec lui d'un de ses autres projets. Ça s'appelle Les Belles Gamelles et il nous en dit tout de suite quelques mots. Donc tu parlais des belles gamelles, c'est quoi ce projet ? On fait un takeaway challenge entre guillemets, donc ce que je fais depuis 5 semaines là, aux Grandes Mines de Toulouse, à 6h30, 7h du matin, pour préparer des bons petits plats de street food à tous les travailleurs de la nuit là-bas.
Et, ça représente combien de personnes? Je pourrais pas te dire exactement, mais beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent, chauffeurs, livreurs, manutentionnaires, primeurs, poissonniers, bouchers, il y a vraiment de tous les corps de métier réunis. Il y a 5 chefs qui viennent proposer des plats de street food pas trop chers à tout le monde tôt le matin et dont tous les bénéfices seront versés à l'association Belle Gamelle qui prépare des repas frais pour tous les gens en grande précarité. Donc ils sont basés aux mines eux aussi. Et ils ont une cuisine qui prépare des bons petits plats qui sont livrés le soir aux associations qui elles dispatchent. Voilà. Et quels sont les chefs qui participent? Alors il y a Nicolas Thomas qui est chef étoilé à la Promenade à Verfeil. Il y a Michael Lecumberry du Rocher de la Vierge, Aziz Mokhtari des Petits Fayots, Yann Gazal du Bibent et c'est pas un chef mais c'est lui qui va cuisiner parce que c'est un de mes grands prétendants au Takeaway Challenge, Julien Palaruelo qui est le patron de la cave des Bouchons à l'Ardenne. D'accord. Voilà. Bon, très bien, merci pour ce projet supplémentaire. Voilà, écoute. Bonne continuation alors. Merci. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel, mou, caramel. Et des شعري حرش مصدق بورا بزف لي ضبيا ضربو من شعري طويل حياتي في الزوج علي بقى بيات دوم رفيع كيف واسمي حاجة حلوة كيف واسمي حاجة حلوة حرش شوارع بكم شراب شوارع بكم شراب الطفل صغور رناي صغور رناي شارع حرش حي ودي وعرا بزايف انك تلالوم انك تلالوم اللون شوفك كيف واسمي حاجة حلوة كيف واسمي Ashloua, par le duo toulousain By the Skate, formé de Vincent Ferrand à la contrebasse et Alima Hamel à la voix. Ce duo est inclus dans la programmation que l'association Jazz à Luz a faite pour un festival qui aura lieu à Lucin-Sauveur les 29, 30 et 31 décembre prochains. Un festival évidemment sans public, ça vous l'aurez bien compris si vous avez écouté cette émission en entier. Un festival qui n'aura pas lieu
devant un public, mais qui aura lieu devant les micros d'une station de radio locale, Fréquence Luz, festival, concert, conférence que l'on pourra écouter pendant ces 3 jours sur leur site internet fréquenceluz.com et que Radio Campus diffusera largement à partir de janvier 2021. Voilà, ce festival, je vous le rappelle, a lieu les 29, 30 et 31 décembre, tous à vos ordinateurs. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants de ce soir d'avoir pris le temps de téléphoner. On se retrouve la semaine prochaine, sans doute en direct. D'ici là, portez-vous bien. Caramel! Caramel.